Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local ou national, toujours avec la délicieuse Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Tudo bem? Tudo bem. Parle un petit peu. Oh, Et ouais. petit accent portugais, mais à la brésilienne. Ouais, soft. Il y a des choses à m'apprendre. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. On reste aux portes de Paris aujourd'hui. On fait étape à Villejuif, 57 000 habitants. On va demander à monsieur le maire si c'est plus dans un instant. Je crois que c'est en croissance. La cité Val-de-Marnaise redouble d'imagination. Vous le verrez pour repenser notamment ces espaces scolaires. C'est très intéressant. Vous le verrez. L'Île-de-France, c'est bien, mais un bon bol d'air à la campagne, c'est bien aussi. Vous verrez que la ville a misé sur l'acquisition d'une ferme biologique dans Lyon pour l'approvisionnement de la restauration scolaire. Et cela fait office aussi de base de loisirs. Là aussi, c'est intéressant. Alix, ta loupe. Oui, je vous parle de repas toqués. Ce sont des repas gastronomiques pour les jeunes patients de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Ambiance campagne. En plus, on va bien manger pendant cette émission. C'est magnifique. On y va. Bonjour Pierre Garzon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maire de Villejuif, conseiller départemental du Val-de-Marne depuis combien de temps ? Depuis 2017. Depuis 2017, c'était la petite interro surprise. Quelle est la singularité pour les gens qui ne connaissent pas votre ville, de cette très belle ville de Villejuif ? Une ville aux portes de Paris. Pour le coup, vous êtes collé, hein. Vous y êtes. Extrêmement connecté. Premier métro de la banlieue arrivé en 1984, ligne 7, puis T7 en 2012, puis ligne 14 dans quelques semaines, puis ligne 15. Puis ligne 15 dans quelques semaines, dans un an. Ouais. Ce qui fait, je le dis toujours, de Villejuif, la ville en proportion de ses habitants qui aura la densité de la ville de Paris. Ouais. Donc j'ai dit 57 000 habitants. En densité, on est quoi, à 10 000 à peu près ? Augmenter, on va approcher, je pense, d'ici la fin du mandat, les 60 000. 60 000 Donc une ville habitants. Modeste à taille humaine, ouais. extrêmement bien dessinée. Où il reste encore de l'espace, où il faut redoubler d'imagination pour créer des espaces, notamment pour vos écoles. Il faut redoubler d'imagination pour à la fois répondre aux besoins de logement et contribuer à la densification et à la fois débitumer nos villes de façon générale, les cours d'école notamment, mais pas seulement les cours d'école, pour créer de l'aération, de la respiration et faire face aux défis du dérèglement climatique. Ça, c'est un véritable budget. Vous consacrez justement quel pourcentage de votre budget à tout ce qui est réhabilitation, à rénovation, voire construction ? On a à peu près entre 17 et 20 millions d'euros par an d'investissement sur la ville, une part non négligeable. On est à peu près à entre 1 million et 1,2 million sur les écoles pour la partie débitumation, les fameuses cours Oasis, éveil chez vous, Oasis, plus connues, sous cette appellation, donc qui est l'essentiel de l'investissement sur cette partie-là de l'école. Et ça a un véritable impact, justement, ces nouvelles cours d'école, ces nouveaux espaces, justement, sur le partage de l'espace entre les filles et les garçons. On le voit au quotidien, ça ? Alors, c'est vraiment un enjeu fondamental. Souvent, on parle de ces cours comme étant d'abord, et c'est un vrai enjeu, l'enjeu écologique, oui. De désimperméabilisation de nos cours, d'aération. Ce aussi. sont des écoles avec des grandes baies vitrées, donc c'était très bien il y a 30 ans. Aujourd'hui, les étés sont difficiles, ça se voit pas trop cette année. Pas en ce moment. Mais en règle générale, on a une montée en température durant l'été. Donc c'est un vrai sujet écologique. Mais c'est aussi un enjeu des genres, de partage de la cour. On sait assez mécaniquement, quasiment, que la cour, elle est occupée par sa centralité par les gars qui jouent au foot. Ouais. J'en ai fait partie, donc je sais exactement comment ça se passe. Ouais. Je l'ai subi. Et qui exclut en général les filles, considérant que le foot c'est pas pour les filles, premièrement, et exclut aussi une partie des garçons qui n'ont peut-être pas envie de jouer au foot, qui pourraient jouer à d'autres choses et qui n'ont pas leur place non plus dans cette ère. Donc on n'a rien contre le foot, mais le sujet, c'est de partager, comme toujours, c'est de partager les choses et de partager la cour. Et donc d'arriver à créer du jeu qui mixe garçons, filles, CP, CM2, et qu'on arrive à avoir quelque chose. Et eux peuvent encore jouer au foot malgré tout ? Ils ont toujours l'espace ? Ils ont des aires de jeu, pas nécessairement au foot, en tout cas pas en centralité. Évidemment, du mini-foot. De jeu de ballon, mais il y a d'ailleurs au ballon on peut faire plein de sports. Le hand, le basket. J'ai cru voir une image où on voyait un des panneaux de basket assez original qui a été créé pour l'occasion d'une de ces cours. Mais l'idée principale, c'est on joue ensemble.
On n'est pas repliés les uns sur les autres sur nos précarés dans les activités scolaires. Et puis on essaye d'être créatifs ensemble, les enfants, mais tout le personnel éducatif de l'école. Vous avez mis un point d'honneur effectivement à réfléchir, on disait, à redoubler d'imagination avec votre ville sur tout ce qui est hybridation, un mot peut-être un peu barbare, ou modularité. Ils servent à quoi ces espaces justement? Ils servent aussi bien la journée que le soir? La ville, l'école, par définition, sur le temps scolaire, elle est ouverte chez nous entre 8h20 et 16h30. Et puis, pendant les vacances, c'est fermé. Or, aujourd'hui, dans des espaces qui sont extrêmement contraints, dans la zone dense de la région parisienne, avoir des espaces verts, des lieux où on peut se poser, des lieux où on peut partager, jouer, est un enjeu déjà de disponibilité, premièrement, et puis quand on l'imagine, qu'on le trouve, cette disponibilité, c'est un enjeu financier très très vite, ça coûte très cher. À l'évidence, on sous-utilise les cours d'école comme étant des lieux potentiellement durant l'été qui sont ouverts à toutes et tous et qui deviennent, puisqu'ils deviennent des lieux végétalisés, des lieux de rencontre, de partage, d'aération. Qui peuvent servir à toutes et tous, qui peuvent servir aussi aux parents, éventuellement ? Aux parents, aux grands-parents, à tous ceux qui habitent le quartier. On a une école par quartier. Créer un jardin, un square par quartier, c'est très compliqué, très coûteux, très long. Se dire que demain, on hybride et finalement, une fois que l'école est finie, on ouvre et on partage l'espace, c'est plus vertueux écologiquement, c'est plus vertueux financièrement, c'est vertueux aussi dans la ville pour tous que nous visons. Et on peut imaginer des conservatoires au sein de ces écoles? C'est un de nos enjeux, toujours dans le souci à la fois disponibilité, besoin. On a beaucoup plus, on a des files d'attente pour aller au conservatoire. L'enjeu, est-ce que c'est une centralité, un conservatoire? Est-ce que c'est ça l'enjeu, de démolir, reconstruire et passer de notre temps finalement Est-ce que ça pourrait accueillir des associations aussi? Des associations, mais les propres professeurs du conservatoire. L'essentiel d'un professeur, et pas nécessairement d'être dans le conservatoire, c'est qu'il ait les instruments au bon endroit, au bon moment. Se dire que finalement, on diminue le frein à l'accès à la musique en démultipliant dans les quartiers les lieux où on peut faire ici du piano, de la trompette ou je sais quel instrument, parce que dans chacune de nos écoles, elles sont conçues comme autant de conservatoire décentralisé par quartier, ça pose autrement le sujet. Donc ça pose autrement le frein à l'accès par les files d'attente et les années d'attente pour aller au conservatoire. Ça pose autrement la question écologique. On arrête d'avoir des lieux qui sont spécialisés sur un temps donné de la journée, et puis le reste qui est sous-occupé. En termes de transport et tout, bien sûr. En termes de transport et en termes de popularisation, d'accès à des pratiques. Là, on évoque la musique. On a une école municipale des Beaux-Arts qui est aussi très contrainte. Demain, faire de la poterie, de la peinture peut se faire après l'école. Et du coup, en équipant l'école, peut se faire pendant l'école, dans un partenariat conçu, pensé en intelligence avec l'éducation nationale. Donc on essaie de chercher un modèle qui est vertueux de tous les points de vue, dans les pratiques, mais aussi et il y a d'autres dans la réflexion du bâti. Dans la ville qu'on pourrait rendre plus hybride, indépendamment de l'école? Sans doute. Ce qu'il faut, c'est changer le logiciel mental de une fonction, un lieu. L'orientation politique qui est donnée dans la ville, c'est arrêtons de penser une fonction, un lieu, en regardant ce que l'on peut mutualiser, partager, et qui, d'un seul coup, réfléchir le lieu comme autant de portes d'entrée sur des pratiques différentes. On a des maisons pour tous, on a une série de sujets qui ouvrent les esprits sur ce que l'on peut faire d'un lieu comme autant d'hybridation, d'implantation, de pratiques différentes les unes des autres, qui ne se télescopent pas, qui vont s'alimenter, qui ont une vertu de diffusion dans toute la ville, de pratiques qui sont parfois très localisées géographiquement, très segmentées socialement, culturellement. Donc c'est cette idée-là. Ça va au-delà du partage d'un bâtiment, quel qu'il soit. Le sujet, c'est comment on fait découvrir des pratiques au plus grand nombre. Et alors justement, sur les pratiques, on parlait du conservatoire tous ensemble, de la musique bien sûr. Il y a pas mal de gratuité à Villejuif. On va parler bien sûr dans un instant des fournitures scolaires, des petits déjeuners gratuits, effectivement des expériences qui ont été rééditées. Qu'en est-il pour les instruments? Je sais qu'il y a certaines villes qui misent justement sur la mise à disposition de certains instruments, que ce soit des violons,
je sais pas, des guitares ou autre. Est-ce que vous, c'est une piste que vous souhaitez explorer ou pas encore ? Par principe, j'explore toujours toutes les pistes qui permettent de diffuser une pratique par trop confinée pour x raisons qui peut être un confinement social. Je n'ai pas accès parce que c'est cher, parce que j'ai pas la place. Faire du piano quand on n'a pas déjà sa chambre et qu'on la partage avec des frères, des sœurs, au-delà du fait que ça coûte cher, c'est de toute façon techniquement. Je dis ça parce que la semaine dernière, j'étais dans un des quartiers très populaires avec un môme de 13 ans qui vient me voir et qui me dit: Monsieur le maire, je voudrais, comme dans les gares, jouer du piano. Je voudrais jouer du piano et j'ai pas de piano et j'aurai jamais de piano à la maison. Mais je m'entraîne, je vais à la gare Austerlitz, qui est pas très loin de Villejuif. Il prend effectivement son petit métro, c'est direct. Et ils disent qu'on pourrait avoir un piano à Villejuif en accès libre sur une place dans un parc. Et j'ai trouvé ça génial, comme vous, j'ai réagi en me disant: mais vas-y, chiche, super idée. Où est-ce qu'on le met? On va réfléchir, je dois le revoir. Donc cette idée en permanence, c'est de se dire, voilà, il y a combien de mômes qui voudraient accéder à telle ou telle pratique sportive, culturelle, artistique, et comment on fait pour lever tous les obstacles, toutes les barrières pour y parvenir. Donc ça peut être le sujet que vous évoquez, le sujet de l'accès au conservatoire ou à des lieux décentralisés d'éducation à la musique est pour moi un des enjeux justement de l'hybridation. C'est valable dans l'aide à la pratique sportive en aidant les familles nombreuses à payer la licence. C'est valable dans l'accueil des centres de loisirs, faire en sorte que le sujet financier soit pas un obstacle, en considérant que nos centres de loisirs sont bien sûr un mode de garde pour des parents qui n'en ont pas, parce qu'ils doivent partir à l'autre bout de la région et tôt le matin, revenir tard le soir, mais soit en même temps des lieux au-delà du mode de garde, des vrais lieux d'apprentissage, là encore de mutualisation entre les services de l'animation, nos services de la culture, pour qu'on réfléchisse ensemble sur ce temps-là où on a les enfants entre nos mains et qu'est-ce que l'on fait avec eux qui les éveille à la pratique artistique et culturelle. Les petits déj gratuits, c'était une absolue nécessité. Et quel retour d'expérience ? Est-ce que vous avez aussi à les attirer, à les sensibiliser sur le... Le retour d'expérience, c'est trop tôt. D'abord, c'est un processus assez long. On expérimente sur une école. Oui. C'est d'abord un partenariat avec l'Éducation nationale qui dit accès au petit déjeuner pour les enfants, c'est obligatoirement sur le temps scolaire. Sur le temps des centres de loisirs, nous n'avons pas tous les enfants. Donc, on marchait sur une jambe. Donc, il fallait l'accord de l'Éducation nationale, premièrement. Deuxièmement, on a des sujets de logistique à organiser, d'acceptabilité du personnel éducation nationale. Là aussi, il faut convaincre. User de diplomatie. On va dire ça comme ça. Pour y parvenir. Donc on expérimente. L'idée, c'est par contre, on a un besoin. Ce que l'on constate, c'est qu'on a des enfants très nettement qui ne mangent pas le matin. Pas parce qu'ils n'ont pas faim, mais parce que soit la pratique n'existe pas à la maison. Et combien d'enfants sont concernés ? On estime à peu près, sur les premières études que l'on a faites, qu'on a entre 20, selon les écoles évidemment, selon les quartiers, entre 20 et 40% d'enfants qui ne déjeunent pas du tout. Jusqu'à 40%. Ouais, dans certaines écoles. Et c'est dur de les attirer, de leur faire comprendre qu'il faut venir, que c'est gratuit, qu'il faut venir, qu'il faut faire l'effort de venir plus tôt pour Je vous dirais ça dans le temps. Ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai observé le premier jour, qui avait l'effet, c'est nouveau, et donc qui était qui ne peut pas être modélisé comme étant bien sûr, comme cela que ça fonctionnera dans le long terme. Mais il y avait deux choses. Il y avait les enfants qui immédiatement se dirigeaient vers le buffet, qui avait été intelligemment préparé par des diététiciennes en l'occurrence pour la ville de Villejuif, et donc dont on voyait bien que c'était leur premier petit déjeuner et utile et spontané. On avait des enfants qui n'avaient pas pris leur petit déjeuner à la maison pour prendre le petit déjeuner
avec les copains et les copines. Et donc, il y avait un aspect que je n'avais pas imaginé, mais socialisation par le petit déjeuner. On prend le petit déjeuner ensemble avec les copains et les copines. Oui, parce qu'on parle sur la pause méridienne, mais ça peut commencer dès le petit déjeuner. Exactement, exactement. Donc ça s'observait assez intuitivement dès le départ, et qu'il y a un moment important pour moi. Un des sujets de préoccupation pour moi, c'était de ne pas être discriminant entre ceux que l'on identifie comme ne déjeunant pas à la maison, qui auraient été orientés sur le buffet, et les autres. Au fond, même ceux qui n'en ont pas besoin avaient intuitivement, personne ne leur avait rien demandé, mais considéré que finalement c'était plus sympa le petit-déj à l'école avec les... Donc sur le papier, ça marche, visiblement. Pour l'instant, voilà, je vous dirai ça quand on sera en retour d'expérience. Là, c'est trop tôt, on a démarré il y a 3 semaines. Mais inévitablement, ça marchera pour une raison simple, c'est qu'il y a trop d'enfants qui ont le ventre vide et dont on constate que le niveau d'attention, le niveau de faiblesse physique les impacts sur les capacités d'apprentissage, au moins dans la matinée. On s'assure après à midi qu'ils aient un repas, mais pour le reste, c'est une matinée qui est quand même très longue pour eux. Vous avez une ferme municipale à Villejuif. D'ailleurs, est-ce que les produits de la ferme municipale pourraient servir au petit déjeuner ou... Alors, la ferme municipale, aujourd'hui, c'est 3 hectares cultivés en maraîchage et arbres fruitiers et arbustes fruitiers, qui subviennent totalement... Est-ce vous, pardon de vous couper, monsieur? Dans Lyon. Dans Lyon, Dans Lyon, à Tanner-en-Puisaye, très exactement. Et alors, qui a eu cette idée? Comment vous avez eu l'idée, du coup? Parce qu'on a pu dire que vous aurez peut-être pu créer votre ferme biologique chez vous, à Villejuif, dans le peu de place qui vous reste, mais... Ça, non. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus en Ile-de-France d'avoir une terre, même. Et on a encore des terres de pleine terre de maraîchage, mais de toute façon... On sait où c'est vers Auxerre, c'est par là? On sait que ça ne peut pas être qualifié de biologique, puisque de toute façon, il y avait des intrants, on est le long de l'autoroute A6, donc de toute façon, on a des particules, des polluants. On ne maîtrise pas... et donc, on n'offrira jamais une qualité bio à Villejuif. Mais comment c'est arrivé? C'est parti pas du tout... c'est toujours dans cette idée de... On essaie de sortir des cadres et on s'autorise à sortir des cadres. C'est parti d'une visite, je venais d'être élu maire, donc on est en pleine crise Covid, on est au mois de juillet, je dois voir mes animateurs de centres de loisirs dans les semaines qui suivent, pour parler comment vont les enfants. Voilà, donc, à l'époque, on ne voyage plus, on est une ville populaire où beaucoup de parents ou de grands-parents viennent de tous les continents de la Terre, donc à ce moment-là, plus personne ne bouge. N'ont pas nécessairement de maison à la campagne ou de capacité à partir. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui restent coincés durant cet été. Et donc pour moi, un des sujets, c'est qu'est-ce que proposent nos centres de loisirs pour leur faire, les faire respirer, réouvrir là aussi les horizons. Et je me souviens d'une animatrice qui me dit, mais ça fait au-delà de la crise Covid, ça fait des années qu'on nous dit parce que Vigipirate, parce que ceci, parce que cela, surtout vous sortez pas. On est aux portes de Paris quand même, avec des enfants qui aux portes de Paris ne connaissent pas Paris, n'ont jamais vu le Louvre, ne sont jamais allés à la Tour Eiffel, n'ont jamais vu un musée. Et donc ça, je leur dis, ça c'est terminé, il faut sortir. C'est l'âge où on apprend, et pour apprendre, mais il faut découvrir. Et pour découvrir, il faut bouger. Il faut rendre possible la découverte. Et puis il y avait cet aspect vert. Le vert, sortir, on me dit, donc une animatrice qui me dit, est-ce qu'on peut faire du camping? Oui, allez-y, chiche. Et je reçois quelques jours après un projet. Le camping était au pied de la cité, sur un espace vert, au pied de la cité. Et je leur dis, c'est pas exactement... C'est pas ce que j'avais en tête. Non. Ouais. En matière, c'était mieux que rien. Ouais. Mais je dis, c'est vraiment pas... c'était pas ça l'idée. Ouais. On va essayer de se trouver quelque chose à portée de Villejuif, mais qui soit vraiment la campagne, quoi. Et donc, on cherche, comme n'importe quel particulier, un bout de terrain quelque part pour accueillir 3 tentes, pas trop loin de Paris. Il faut qu'on parte le mardi soir, qu'on revienne le mercredi soir, qu'on puisse camper. On a cliqué sur se loger. Et puis, de fil en aiguille, donc on rencontre cette ferme à vendre, dont on ne sait pas qu'elle est bio, on ne sait pas quelle est l'histoire de cette ferme. On rencontre un couple de maraîchers qui eux aussi sortent de la crise Covid-19, difficulté à aller à Paris quand tout était immobilisé, donc il a coulé
les stocks à vendre. Et puis une dame qui, au demeurant, dit, mais moi, c'était déjà une reconversion pour elle, 13 ans pour devenir bio, mais 70% de mon temps, c'est d'être sur les routes, c'est de faire du marketing, de l'administratif, et finalement 30% de ce que je voulais faire, ça ne représente que 30% de mon temps. Et donc, en discutant et en constatant que d'un côté, on nous demande de faire du bio, légitimement, de faire du circuit court, légitimement, mais il n'y a pas de circuit court en maraîchage en Ile-de-France, on est essentiellement céréalier. Donc, et quand on fait du bio, c'est soit très cher, soit ça vient de l'autre bout de la planète. Donc certes, c'est du bio, mais l'impact carbone est un non-sens non plus. Donc on se dit, mais au fond, si on vous retire toute la partie administrative, la partie galère sur les routes, vous continuez de vouloir faire du maraîchage? Ben oui, chiche, et de fil en aiguille. On s'est dit, mais vous allez continuer parce que nous, on a besoin de vous, les nôtres. Et inversement. Et donc, on va. Voilà. Donc, on est parti d'un projet plutôt éducatif sur aller au vert à quelque chose, mais on ne va pas laisser partir une ferme en bio. Il faut 10 ans pour être labellisé bio, qui allait repartir en conventionnel. On ne va pas laisser repartir alors que nous on a besoin et qu'on ne trouve pas. Et donc vous avez abandonné le premier projet ou les enfants ils vont quand même et ils séjournent? Hybridation. Ah ouais, donc Hybridation, c'est le maître mot. C'est devenu une base de loisirs. C'est une philosophie permanente chez nous, c'est d'un objet, les multi-usages. Ils participent à la vie de la ferme ou simplement ils occupent les espaces verts Les deux. Mon capitaine aurait dit ma grand-mère. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va à la fois découvrir les joies de planter une graine et de l'avoir évolué, peut-être quelques semaines après d'aller cueillir le fruit, le légume, etc. On peut aller simplement se balader dans la région. On essaye de mixer les choses. Et qui encadre ça? Alors ça dépend des services. J'ai fait par exemple cette semaine... pas avec des jeunes, avec le service municipal des retraités. Donc là, c'est les animateurs du service municipal des retraités qui accompagnent des personnes âgées dans cette ferme. Et puis la fois suivante, c'est le conseil municipal des enfants. Cet été, ce sera les animateurs de nos centres de loisirs avec des mini-séjours à la ferme. Mais pareil, on va cueillir les légumes. Ce sera la période des fruits, j'espère. J'espère aussi. J'espère aussi que le soleil sera un peu apparu. On sera dans la période pleine du fruit. Je ne sais pas quel goût ça aura, mais on verra. Mais il y aura du plaisir. De toute façon, il y aura les plaisirs à mettre les mains dans la tête. Et pour le but d'autonomie en approvisionnement justement de ces produits. Alors on assure aujourd'hui une date ou comme toujours. Quand on expérimente, c'est une phase d'apprentissage et on y va à pas mesurer. Donc, nous, on apprend à gérer d'abord avec notre maraîchère. Elle aussi, il faut qu'elle réapprenne des cycles qui ne sont pas ceux de la nature nécessairement. En tout cas, nous, on va les respecter, mais qui est une autre façon de faire. Je prends un exemple, les tomates, ça pousse plutôt en juillet et en août. Ouais. C'est le moment où on a le moins d'enfants. Donc le sujet pour nous n'est pas de faire du déchet de tomates. On va continuer de pousser ça, plutôt de le conditionner en bocaux, en coulis, pour que tout au long de l'année, les tomates qu'on a fait pousser pendant la période qui est creuse pour nous, mais pleine pour la nature, viennent nourrir et ce sont uniquement nos enfants. Les crèches qui en Donc aujourd'hui, on est 100% crèche, on assure 3 hectares, on est même au-delà des besoins de la crèche. La cantine est un autre sujet, qui est un sujet à venir pour nous, sur lequel on travaille. Nos crèches ont chacune leur chef et leur cuisine dans les crèches. Notre restauration scolaire, c'est un marché global. En délégation, c'est plusieurs milliers de repas, c'est une autre affaire. Nous n'avons pas de régie. Donc là, on a besoin de recréer. Et pour les cantines, vous arrivez à trouver des fournisseurs bio en Ile-de-France? C'est très compliqué. On a des entrants, c'est un marché global. On est à peu près à 20% de mémoire. Mais l'idée est qu'au fur et à mesure du temps, on recrée une capacité de production en régie sur la ville de Villejuif et que demain, les 9 hectares qui nous restent aujourd'hui, qui ne sont pas exploités, demain, petit à petit, viennent alimenter au fur et à mesure, quand on sera prêt, quand on aura, là aussi, étape par étape, construit les conditions à la fois de production et à la fois de capacité à cuisiner les légumes que l'on produit, à pouvoir le faire dans... Je sens que ça va inspirer pas mal de villes et que vous allez recevoir pas mal de coups de fil. C'est déjà le cas. Déjà le cas, effectivement. C'est l'heure de la loupe et la loupe, c'est avec Alix. Et
ma chère Alix, tu nous parles aujourd'hui de repas toqués, des repas gastronomiques pour les jeunes patients de l'hôpital Gustave Roussy. Ça se trouve à Villejuif. Oui, une initiative de l'association Princesse Margot, dont l'objectif est d'améliorer le quotidien et de contribuer au bien-être des jeunes patients atteints d'un cancer. Ils ont donc imaginé et développé un programme culinaire, d'abord 2 fois par mois à partir de décembre 2023, puis 1 fois par semaine à partir de février 2024. Les patients du département de cancérologie de l'enfant et de l'adolescent de Gustave Roussy, mais aussi leurs parents peuvent déguster un repas toqué. On écoute la présidente de l'association, Muriel Attab. Je me suis aperçue que l'alimentation revenait souvent en tant qu'insatisfaction pour les patients, notamment quand ils ont un cancer et donc qu'ils ont de la chimiothérapie, des aftes. Il est très difficile de s'alimenter normalement dans les hôpitaux. J'ai donc créé le programme Repas Toqués en 2017, d'abord pour les adolescents à l'hôpital Saint-Louis. Et récemment, nous sommes très fiers d'avoir déployé Repas Toqués à Gustave Roussy, qui est un grand centre partenaire de l'association Princesse Margot depuis 2016 et qui propose, en collaboration avec le grand chef Irwin Durand, les mercredis, des repas gastronomiques pour ces patients hospitalisés qui vont leur permettre d'avoir plus de force pour combattre cette terrible maladie. Et Muriel espère faire de ce programme un modèle. C'est elle qui a fondé l'association il y a un peu plus de 10 ans en hommage à sa fille décédée à l'âge de 18 ans. D'ailleurs, si cette association aide d'abord les enfants, elle soutient aussi les parents, les frères, les sœurs. Ça peut prendre la forme d'un soutien psychologique de sortie ou encore de moments de bien-être comme des massages ou de la réflexologie. Le tout étant de s'adapter aux besoins de chaque famille. Est-ce que la municipalité joue un rôle pour soutenir les initiatives à Villejuif comme Repas Toqués? De ce type-là, pas spécifiquement celle-ci, mais on est très associé, d'abord très lié à l'hôpital Gustave Roussy et aux 3 hôpitaux. On a 3 hôpitaux, c'est une ville très marquée par son milieu hospitalier. Donc on accompagne les associations de malades, on accompagne les établissements dans leurs projets d'établissement. Je pense au développement autour de Gustave Roussy, du Paris-Saclay Cancer Cluster notamment, pour continuer d'être en France à la pointe de la recherche sur la lutte contre le cancer. Et puis on accompagne par l'aménagement de la ville. Gustave Roussy, malheureusement et heureusement, soigne des enfants malades qui, du coup, doivent accueillir des familles. Pour nous, les enjeux d'hôtellerie, les enjeux d'accompagnement. Dimanche, je serai à la fondation McDonald's qui héberge les familles d'enfants traités Gustave Roussy pour leur rendez-vous annuel. Alors c'est un autre style de restauration, mais le sujet c'est comment on fait en sorte que les enfants et les adultes qui sont dans ces hôpitaux aient les meilleurs soins d'un côté, ça c'est l'affaire des médecins, et de l'autre on améliore le quotidien et l'acceptabilité de cette période de traitement qui est toujours un moment difficile. Quelle est l'équation la plus délicate aujourd'hui pour un maire comme vous ? L'équation... c'est l'équation énergétique ou c'est... L'équation économique. L'équation économique entre l'explosion des besoins, les besoins de mutation de la ville pour faire face aux défis, donc des enjeux d'investissement très très forts, et de l'autre côté, des impôts qui sont en baisse. Des recettes de l'impôt n'existe plus pour les collectivités, ou est réduit à la portion congrue, donc on a un décalage entre ce qu'il faudrait faire et les moyens de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que la gratuité, on parle des fournitures scolaires ou encore des petits-déj, ça, concrètement, c'est menacé, même si j'imagine que c'est un véritable choix politique. C'est un effort conséquent pour la ville. Les recettes nées des usagers des services publics sur la ville, c'est 5%. Donc 95% de ce que l'on met à disposition des Villejuifois. Je ne parle pas que des enfants, des Villejuifois dans tous les domaines. Seulement 5% relève de recettes tarifaires de ceux qui les utilisent. Le reste, il faut aller le chercher, il faut le financer. C'est toujours l'enjeu, sauf à réduire l'offre de services publics. C'est pas mon option. J'espère avoir démontré ou montré un aperçu de l'ambition. Elle est continuer de permettre au plus grand nombre de bénéficier de services publics innovants, éducateurs, formateurs.
A commencé effectivement par cette acquisition de cette magnifique ferme biologique dans Lyon qui a l'air de cartonner, qui a l'air d'en inspirer plus d'un. Merci mille fois, monsieur le maire, de nous voir. Sur place. On va mettre nos bottes. On va mettre nos bottes avec Alix. Studio. On se dit qu'un jour il va peut-être faire beau. On y croit. Ça arrivera. Merci Pierre Garzon, maire de Villejuif et conseiller départemental du Val-de-Marne, d'être venu nous voir ce matin dans School TV, le mag. On vous dit à très très bientôt. Encore merci d'être venu à nous voir ce matin, ma chère Alix. On se retrouve demain. À demain. Ciao.